Éric Zemmour, demain, cela fera 1 an que le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron a débuté. Vous-même, vous étiez candidat à l'Élysée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le président de la République ne pourra pas tenir 4 ans de plus dans ce contexte? J'entends cela depuis 1981. On disait déjà que François Mitterrand ne tiendrait pas son septennat, il en a fait 2, il a fait 14 ans. Donc vous voyez ce que je pense de ce genre d'analyse et de rumeurs. Alors, le président de la République, lorsqu'il se déplace désormais, est accompagné par des bruits de casseroles. Certains de ses ministres aussi, on a vu ça toute la semaine. Est-ce que vous pourriez y aller, vous, avec une casserole, une cuillère en bois, pour faire du bruit, dire votre mécontentement? Ben non, moi je me suis présenté contre lui, donc si vous voulez, c'était plus démocratique et dans le cadre des institutions. Je voudrais dire simplement, puisque vous parlez de la présidentielle et de la campagne et de son élection, je pense qu'il paye une chose que les observateurs ont plutôt admiré à l'époque, c'est-à-dire qu'il a évité la campagne. Grâce à des événements comme le Covid et en particulier la guerre en Ukraine, il n'a quasiment pas fait campagne. Et il s'est retrouvé avec son adversaire habituel qu'il savait qu'il allait la battre avec aisance. Ce que vous dites en creux, c'est que s'il y avait eu campagne, il n'y aurait pas eu ce résultat. Ah non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'aujourd'hui, il ne serait pas ainsi contesté. En même temps, en l'espèce sur les retraites, pour le coup, c'est une de ses seules propositions qui a émergé, Mais qui a suscité le débat. vous avez tout à pendant fait la raison. On peut présidentielle. même dire. Lui dit les Français n'ont pas été pris en traître. Ah non, mais moi je ne dis pas ça. Mm. Vous avez raison, c'est peut-être sans doute la seule annonce qui est émergée de sa pseudo-campagne. Donc vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que la campagne présidentielle n'a pas réglé, n'a pas purgé. La présidentielle, normalement, c'est fait pour évoquer le destin de la France. On a tout fait pour l'éluder. Je le raconte dans mon livre. Comment on a tout fait, par exemple, pour éviter que j'impose ce thème du grand remplacement. Donc voilà ce que je dis. Simplement, je dis aujourd'hui, il a éludé la campagne, il le paye après, c'est tout. Donc ça le rend moins légitime. J'ai cette jamais dit absence. ça. Non, c'est une question. Ah non, 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 je ne dis pas ça. Il a été élu, il est légitime. Moi, je ne conteste pas la légitimité d'un président de la République réélu. Ça serait ridicule. Je dis simplement, les conditions politiques de son élection ne permettent pas et n'ont pas permis un débat sain. C'est tout ce que je dis. Juste un mot pour terminer sur la question de la légitimité de Marie-Christine, parce qu'on l'entend beaucoup dans l'opposition. Beaucoup lui rappellent son adversaire du deuxième tour et le fait qu'il a été élu contre, disent-ils, et non pas pour son programme. Est-ce que ce débat, vous y adhérez ou pas du tout? Vous savez, c'est la règle du scrutin majoritaire à 2 tours. Au premier, on choisit, au second, on élimine. Vous savez, et deuxième chose, je savais d'avance, je l'ai dit dès que je me suis engagé à l'automne 2021, que s'il y avait Marine Le Pen en face, le résultat était acquis d'avance et que Emmanuel Macron gagnerait. C'est pour ça que je me suis présenté. Une des raisons qui a fait que je me suis présenté, pour justement éviter ce duel annoncé, cette victoire annoncée. Voilà, c'est tout. Jean-Baptiste parlait d'Emmanuel Macron au contact des Français et visiblement, il ne craint pas d'être impopulaire. Regardez cet extrait. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Mais c'est pas grave. Si, je suis pour la démocratie, c'est pour ça que je suis allé aux élections, moi. Il a raison de répondre comme cela ou il y a un côté un petit peu bravage, provocateur chez le président de la République? Vous savez, chacun a son tempérament, son caractère. Voilà, c'est tout. Il répond ce qu'il veut. Vous savez, je pense qu'il y a une part aussi de tactique. C'est-à-dire qu'il préfère que les gens l'insultent comme ça à la télévision. Il y a un côté catharsis. Pour purger, c'est ça les Je désaccords? pense que c'est ce qui est dans la tête des communicants qui sont autour du président de la République. Mais vous entendez ce que disent ses opposants? Ils disent par exemple, quand il dit les casseroles et les œufs, c'est pour faire de la cuisine, on va relancer l'industrie de la casserole. Ils disent voilà, c'est encore des petites phrases, le retour d'une forme de provocation du chef de l'État. Vous, ça vous amuse ce type de phrase ou ça vous choque? Je vais vous en fichez? Je vais vous dire quelque chose. Ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, je pense que le pays va très mal. Je pense que le pays se meurt doucement, que nous sommes à la fois en déclin économique, social, culturel, intellectuel, scolaire, et en plus victime d'un grand remplacement de population. Je pense que ça, ce sont des thèmes beaucoup plus importants que les petites phrases, les sourires, les moqueries. Donc Moi, il n'y a pas de sujet personnel. J'adore ça, hein, mais Non, mais il n'y a pas de sujet personnel autour d'un éventuel rejet du président de la République. Et il y a sans doute, vous savez, le problème, c'est qu'il était un des présidents de la République les plus impopulaires et qu'il a quand même gagné. Je pense que
on doit se poser des questions du côté de son opposition plutôt que du côté d'Emmanuel Macron. Il y a une forme de colère générale. Je crois que vous-même, à Tours, vous avez été un peu chahuté lors de votre déplacement. Marine Le Pen, elle, en revanche, en Isère, ça a été marquant. Elle a été très bien accueillie. Ça vous inspire quoi? Moi, je n'ai pas été chahuté. Comme vous dites, et ce n'est pas une colère, non mais je vais vous répondre, pas une colère de la population contre moi. C'est une agression des militants dits antifascistes qui sont pour moi de la canaille et des nervis d'extrême gauche qui menacent les gens qui viennent se faire dédicacer mon livre. Il y avait des gens âgés, il y avait des enfants, ils n'en ont rien à faire, ils les insultent, il les moleste à Reims, à Tours, il leur envoie des bouses avec de la pierre dedans et le préfet ne fait rien. Vous avez porté plainte? Oui, j'en ai porté plainte. Donc, vous voyez, ce n'est pas une colère. Ce sont simplement, je constate, vous évoquez la tranquillité de Mme Le Pen, vous savez, c'est comme ça. Soit on affronte nos adversaires qui veulent abattre le pays et la République, et là, on est pris pour cible. Soit on ne s'oppose pas à eux, on passe entre les gouttes, et évidemment... c'est parce qu'elle est molle. Si Marine Le Pen est épargnée, c'est parce qu'elle est molle. En tout cas, c'est parce que moi, j'ai été, disons, catalogué comme leur adversaire. Monsieur Tout Zemmour, le monde ne peut pas en dire autant. face à la contestation et la colère qui monte dans le pays, le gouvernement a fait une série d'annonces cette semaine, augmentation pour les professeurs notamment, augmentation du chèque vacances, une série d'annonces comme ça. Est-ce que vous les saluez? Est-ce que c'est bienvenu pour les Français? Écoutez, vous parliez de l'augmentation pour les professeurs. C'est la moindre des choses. Vous savez, les professeurs, je parlais de 1981 tout à l'heure, le salaire d'un professeur débutant à l'époque faisait 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, il fait 1 fois et quelques le SMIC. Donc, vous voyez, ce n'est pas les 100 ou 200 euros, c'est toujours bien pour eux, qui vont régler cette question. Mais on est toujours dans la même discussion que tout à l'heure pour la campagne présidentielle. Le président, et d'ailleurs son opposante, les 2 candidats qui sont arrivés au second tour, et M. Mélenchon, ont fait assaut de démagogie, de chèques. On voulait régler la question du pouvoir d'achat, et on faisait des chèques, et on faisait des chèques. Moi, excusez-moi, ce n'est pas ma méthode. Je pense que s'il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est qu'il remonte à loin et que c'est parce que nous ne produisons plus assez. En vérité, nous nous appauvrissons, nous nous tiers-mondisons. Nous avons liquidé notre industrie. Notre industrie ne représente plus que 10% de notre PIB. Le président de la République dit l'inverse, M. Zemmour. Il dit qu'on est en phase de réindustrialisation, qu'on a créé plus d'1 million d'emplois. Oui, il parle de ces 6 derniers mois, et encore, il y aurait beaucoup à dire. Moi, je parle sur le long terme. Sur le long terme, depuis 30 ans, nous avons liquidé notre industrie. Je veux bien qu'il y ait des efforts, enfin, soient faits, mais ils sont encore timides et on est loin du but. Et par ailleurs, nous savons très bien pourquoi les gens s'appauvrissent. C'est parce que les salaires sont trop bas. Mais pourquoi les salaires sont trop bas? C'est parce que les charges sont trop élevées. Et pourquoi les charges sont trop élevées? C'est parce que nous avons 800 milliards, vous m'entendez, 800 milliards de dépenses sociales. Voilà. Et pourquoi nous avons 800 milliards de dépenses sociales? C'est parce que nous avons un assistanat colossal et que nous soignons, nous éduquons, nous accueillons. Mais on va y revenir juste après, mais M. Zemmour, ça veut dire que vous dites je ne suis pas favorable à la politique des chèques. Ça veut dire que le chèque carburant, le bouclier tarifaire, il ne fallait pas le faire, il ne fallait pas faire des aides ponctuelles face à une inflation qui battait des records? Non, j'ai compris pourquoi on avait fait cette aide ponctuelle. Vous l'auriez fait aussi? Attendez, il faut comprendre pourquoi. Le gouvernement ne veut pas rentrer dans une spirale inflation-salaire que nous avons connue dans les années 70. Et donc, il ne veut pas que les salaires soient augmentés au prorata de l'inflation. Donc, il fait des chèques, j'ai bien compris. Donc, en fait, en vérité, c'est bien dans un laps de temps très court, mais ça ne peut pas durer. Surtout que comment on finance ça? On finance ça par la dette. 3 000 milliards de dettes, Benjamin Duhamel. C'est énorme. Et là aussi, pourquoi nous avons 3 000 milliards de dettes? 1, parce que nous ne produisons plus assez. 2, parce que nous avons un assistanat social qui nous fait nous écrouler, en vérité. La poursuite du bouclier tarifaire sur le gaz que vient d'annoncer Bruno Le Maire, qui a supprimé celui sur l'électricité, il ne fallait pas le faire? Vous savez pourquoi on le fait? C'est parce qu'on s'est mis dans une nasse. C'est très bien, on passe notre temps à réparer nos bêtises.
Ça fait des années, je vous rappelle que j'ai débattu sur une autre chaîne avec M. Le Maire pendant la présidentielle et que je lui ai annoncé que l'Arenh, vous savez, le fameux tarif européen de l'électricité et son mode de calcul, allait nous mettre à la catastrophe. C'est arrivé. Alors évidemment, après, on est là à faire des chèques en disant « Ah ben on va corriger, on va corriger ». Vous savez pourquoi il prolonge? Il prolonge qu'en 2025. Et pourquoi il a choisi cette date? Vous le savez sans doute. C'est parce qu'en 2025, le tarif de l'Arenh sera enfin arrivé à terme. Comme les Français n'ont pas réussi à obtenir de l'Europe la suppression de l'Arenh, moi j'aurais décidé ça unilatéralement, le gouvernement se contente d'attendre à la fin comme un élève soumis, et pendant ce temps-là, eh ben, on fait des chèques, on finance toujours avec la dette. Mais en l'espèce, pour soulager les difficultés des Français, il fallait le faire? Moi je serais sorti de l'Arenh, madame. D'accord. Monsieur Zemmour, alors nous évoquions tout à l'heure l'anniversaire de la première année du nouveau quinquennat. Il y a un autre anniversaire aujourd'hui. Ce sont les 10 ans du mariage pour tous. Est-ce que vous y êtes toujours opposé? Pourquoi j'y étais opposé? Et pourquoi je le suis toujours? Je ne ferai pas, je ne participerai pas à cette accumulation, je vois, de mea culpa, ah, j'ai fait des erreurs. Gérald Darmanin, Christophe Béchu, Catherine Vautrin. Ça avait commencé avec Valérie Pécresse, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle. Elle avait déclaré qu'elle était à la manifestation pour observer. Le ridicule ne tue pas. Donc, pourquoi j'étais hostile à cette loi? D'abord parce que, vous avez remarqué, depuis 10 ans, puisqu'on fête le 10e anniversaire, il y a eu à peu près 7000 mariages par an, sur les 250 000 mariages classiques. On a quand même fracturé le pays, divisé le pays pendant des mois pour un nombre très, très réduit. On est là, vous savez, normalement, une loi, c'est une loi de portée générale. C'est ça la loi. Là, on est vraiment... Monsieur Zemmour, dites ça à ceux qui ont pu, grâce à cette loi, se marier, même si c'est 70 000 en l'espèce. Attendez, donc on fait des lois pour quelques individus. Il faut quand même le savoir. C'est un dévoiement de la loi. Bon. Deuxièmement, pourquoi j'étais hostile? J'étais hostile à ce mariage pour tous, ce mariage homosexuel, parce que je savais, j'avais compris, j'avais lu les programmes des lobbies LGBT, je savais que ce mariage était une étape dans un cadre beaucoup plus long et dans un projet beaucoup plus long. En vérité, après le mariage, il était prévu qui avait été précédé du Pacs, il était prévu qu'il y ait ensuite la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes, puis la GPA pour les hommes homosexuels. Eh bien, on y est presque. Attendez, d'ailleurs, je lisais. La GPA, le gouvernement ne cesse de dire qu'il n'y est pas favorable du tout. Et par ailleurs, dans la chronologie, M. Zemmour, que vous décrivez, il y a un fait qui est incorrect, c'est que les PACS continuent d'augmenter. C'est pas d'abord le PACS, puis les mariages, Les PACS, ce sont les hétérosexuels. Non, les PACS pour les mariages homosexuels continuent d'augmenter aussi. Et essentiellement, les PACS, c'est les gens hétérosexuels. Mais passons. Je reprends. Vous voyez bien que ce matin, il y avait une interview d'un militant de la cause LGBT qui disait le problème, c'est la GPA. Mais attendez, parce qu'au nom de l'égalité, le gouvernement Zemmour, ce militant LGBT, il dit ce qu'il veut. Le fait est que le gouvernement ne cesse de dire que l'ouverture de la GPA, la légalisation de la GPA, n'est pas à l'ordre du jour. Non mais au fond, juste pour qu'on comprenne bien, on entendait beaucoup chez les opposants en mariage pour tous l'idée que ce serait une sorte de rupture civilisationnelle. Pardon, mais cette rupture civilisationnelle, on ne l'a pas vue. Mais si, où est-elle? Est-ce que vous avez vu une sorte d'effondrement de la civilisation depuis 2013 avec l'ouverture du mariage aux homosexuels? Vous n'écoutez pas ce que je dis. Pardonnez-moi, vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous dites un glissement, la PMA pour toutes a été légalisée, à part ça. Et après, il y aura la GPA. Mais en 1999, Benjamin Duhamel, la ministre de l'époque, Madame Guigou, disait « on fait le PACS parce qu'on ne fera jamais le mariage homosexuel ». Quand il y a eu le mariage homosexuel, Madame Taubira disait « on ne fera jamais la PMA pour les femmes seules ». Aujourd'hui, le gouvernement dit on ne fera jamais la GPA, je vous fiche mon billet qu'il y aura. D'ailleurs, la jurisprudence déjà reconnaît les enfants qui ont été faits par GPA à l'étranger. Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est pour leur donner une filiation, M. Zemmour. C'est pour leur donner une filiation, une histoire à ces enfants, ce qui est normal. Vous allez dire la même chose. Après, pour la GPA, on dira par mesure d'égalité, c'est injuste. Non, M. Zemmour. Donc, si je comprends bien, vous dénoncez cette union homosexuelle en tant qu'étape d'un processus qui vous inquiète, mais pas en tant que tel, donc. Non. Pour moi, le mariage, c'est un homme et une femme. C'est une institution. Voilà.
Ça vous va comme réponse? Non, Juste- moi, il n'y a pas de réponse qui me Non, mais me vont c'est pas. tout, C'est que voilà, j'essaie voilà. de comprendre. Je- Et vous entendez également, parce que l'argument existait il y a 10 Mais ans, vous mais il savez- continue d'être rappelé aujourd'hui. En fait, l'amour, l'importance de gens qui s'aiment et qui ont choisi de s'unir. Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. Le mariage, c'est une institution. C'est au départ pour protéger des enfants. C'est tout. Et pour instituer une famille. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est en plus. Vous comprenez? Moi, si vous voulez, le problème de ce mariage homosexuel, c'est que ça a fracturé le pays. C'est-à-dire que, vous voyez, on discute là, Mm. en vérité, on prend des positions tranchées, alors qu'en vérité, moi, je ne suis pas contre le mariage homosexuel parce qu'il touche des homosexuels. Je me moque assez de ce que font les homosexuels. C'est leur vie, ils sont libres. Et vous savez, l'homosexualité a été dépénalisée depuis la Révolution française. Donc c'est une Donc vous êtes vieille pas homophobe? histoire. Non, je ne suis absolument pas homophobe. Je n'en ai cure, en vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça a donné l'impression à des gens que tout foutait le camp, la rupture civilisationnelle, et ça a donné l'impression à des homosexuels qu'une partie de la population les rejetait, était homophobe. Ce qui était vrai. Non, Il y a ce eu qui des- n'était pas vrai. Monsieur Attendez, Zemmour, il y a eu monsieur des mots- il y a eu Monsieur des Zemmour, mots je et vais des juste actions je vais vous extrêmement soumettre une violentes. phrase prononcée par Marion Maréchal en 2016, qui est désormais dans votre parti. Elle disait, je cite, « D'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment à la polygamie, comme les conséquences de l'ouverture du mariage aux homosexuels. » Attendez, ces prédictions-là apocalyptiques, elles ne sont pas arrivées. Je répète, d'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment à la polygamie. Mon cher Benjamin Duhamel, je pense effectivement qu'à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, tout peut arriver. C'est-à-dire, Vous vous n'en pensez êtes qu'il y a un qu'au lien, il y a un début. continuum entre le Vous mariage n'en êtes- homosexuel Vous n'en êtes... et la polygamie? Vous n'en êtes... Ah non, je vois pas le rapport. Ah bah c'est ce que dit Marion Maréchal. Non, Ah bah si. elle veut dire qu'à partir du moment où on tord l'institution du mariage, tout peut arriver. C'est ça qu'elle veut dire. Et tout est Maintenant- arrivé. Non, mais vous en êtes qu'à 10 ans, mon cher Benjamin. donc Duhamel. vous Je sais pensez que vous êtes un jeune homme frais Non, mais- et moulu, mais Donc vous l'histoire pensez est que plus la longue polygamie- que votre vie. Non, mais donc vous pensez que la polygamie, ça peut arriver comme conséquence de l'ouverture du mariage aux Mais- homosexuels? Tout peut arriver. En tout cas, la fracture, Dont la polygamie. en tout J'en cas, sais la rien. fracture, elle est résolue. Vous savez, Pardon, mais ça déjà, n'a pas de sens. je Attendez, vous signale, mon cher Benjamin Duhamel, que depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1989, la polygamie est autorisée en France pour les polygames africains qui font venir leurs femmes d'Afrique. Vous l'ignorez peut-être, mais je vous l'apprends. Moi, je constate en tout cas que la fracture n'a pas eu lieu, puisque, vous l'avez dit vous-même, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, enfin beaucoup de gens qui étaient opposés, et beaucoup de familles d'ailleurs, on l'entend dans les reportages, qui ont défilé en 2013, aujourd'hui disent finalement on a eu tort. Donc Mais- je ne vois pas la fracture en tout cas. Mais, madame, vous savez, c'est le fameux effet de cliquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une mesure est prise, dans le sens dit progressiste, on ne revient pas en arrière. Parce que les gens se disent, bon, bah voilà, c'est fait, etc. Mais on avance, on avance, on avance. Mais alors Et justement- petit à petit, on fait des choses qu'on n'imaginait pas. Monsieur Voilà. Zemmour, vous, dans l'objectif est de vous installer à l'Élysée, enfin, vous nous direz si c'est toujours votre objectif pour le futur, mais en tout cas, vous avez souhaité il y a un an être président de la République. C'est-à-dire que si vous étiez élu un jour, vous reviendriez sur cette mesure? J'ai répondu pendant la présidentielle à cette Mais je vous repose la question aujourd'hui. J'ai dit que ce n'était pas ma priorité. J'avais d'autres priorités. Je pense que si j'avais été élu, j'aurais eu un lourd travail sur tous les thèmes Bien sûr. que j'ai. Mais en 5 ans, donc ça c'est donne pas le temps de faire les choses. Non, je vous assure que c'est pas une priorité. Voilà. C'est tout. Nous allons revenir dans un instant en direct pour la suite de BFM Politique, donc avec Éric Zemmour. Je vous montrerai 3 photos d'actualité comme tous les dimanches. Vous devrez choisir 2 de ces photos. À tout de suite sur BFM TV. Éric Zemmour est l'invité de BFM Politique ce midi. Monsieur Zemmour, je vous montre 3 photos. Elles vont apparaître derrière moi. Elles sont liées à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir 2. Il y a une question derrière chacune d'entre elles. Vous allez voir un permis de conduire. Monsieur Lu Shai, qui est l'ambassadeur de Chine en France, et une manifestation en opposition à l'A69. Quelle première question quelle première photo vous choisissez? Le chinois. Monsieur Lu Shai, la France se dit consternée après les propos de l'ambassadeur de Chine en France. Il a estimé qu'il fallait arrêter, je le cite, de chicaner sur les questions de frontières post-soviétiques en faisant allusion à la situation en Ukraine et particulièrement à la Crimée. Est-ce que vous êtes consterné, vous aussi? Écoutez, les Chinois sont de plus en plus manifestement les alliés de la Russie.
Nous avons reconstitué, avec cette guerre en Ukraine, les deux blocs qu'il y avait auparavant, mais simplement d'un côté nous avons l'Occident et de l'autre nous avons le bloc russo-chinois. C'est regrettable. Mais c'est la Russie, du coup, qui l'a reconstitué, puisque c'est la Russie qui a déclenché la guerre. Oui, oui, c'est la Russie qui a déclenché la guerre. C'est aussi le fait qu'on n'a jamais réussi à régler cette question ukrainienne, du Donbass, etc. On ne va pas revenir sur ce débat, mais en tout cas aujourd'hui, on a deux blocs qui s'affrontent et je pense que le rôle de la France, c'est d'essayer de sortir de cette logique de bloc. D'ailleurs, je constate qu'Emmanuel Macron a essayé, il essaye, seulement il dit le tout et le contraire de tout. Un jour, on voit bien qu'il essaye, et puis le lendemain, il se remet dans une logique de bloc. Il faudrait qu'il ait un peu plus de cohérence et de persévérance. Mais voilà, c'est la situation mondiale et est absolument consternante. Il nous reste deux photos, un permis de conduire ou une manifestation contre l'A69. L'A69 ? Manifestation hier dans le Tarn contre le projet d'autoroute, donc qui doit relier Toulouse à Castres. Manifestation qui s'est très bien passée. Elle doit détruire cette autoroute, 316 hectares de terres agricoles. Ça sont les chiffres de la préfecture. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet d'autoroute ? Écoutez, je vous avoue que je suis un peu dubitatif. Je connais cette route, je connais cette région. Faire 50 km, je crois, d'autoroute pour gagner 15 minutes seulement, en abattant, je crois, 200 arbres, en artificialisant beaucoup de sol. Je ne suis pas sûr, j'aurais peut-être préféré qu'on renforce la nationale. Je pense que ça aurait suffi. Donc vous êtes du côté des associations, les soulèvements de la terre et autres sur ce sujet. Je ne suis Dites la même chose que Sandrine Rousseau. Je ne suis du côté de personne. Moi, je suis contre la violence, en revanche. Je ne suis contre les exactions dont tous ces gens se font les chantres régulièrement. Mais en revanche, il n'y a pas de honte à réfléchir. On n'est pas pour Sandrine Rousseau ou contre Sandrine Rousseau. Je m'en moque de Sandrine Rousseau. J'essaye de réfléchir rationnellement. Et je me dis, c'est peut-être un peu beaucoup pour gagner 15 minutes. Voilà. Mais est-ce que, comme beaucoup de Français, vous évoluez sur les questions du changement climatique ? Ce n'étaient pas des questions qui étaient au cœur de votre programme. Ouais. Mais est-ce que vous, comme beaucoup d'entre nous, est-ce que vous évoluez sur ces questions-là ? Écoutez, je discute beaucoup avec les agriculteurs. Ils me disent il y a incontestablement un changement, on doit s'adapter, etc. Donc j'en prends acte. En plus, je regarde les textes, etc. On voit bien qu'il y a ça. Maintenant, ce n'est pas au cœur de mon projet, vous avez raison, pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que le plus important, c'est le grand remplacement de population et le grand remplacement de notre peuple. Qui est issu aussi des problèmes climatiques, souvent. C'est parce que les gens ont des problèmes de sécheresse qui bougent. Vous savez, je pense qu'à partir du moment où l'Afrique passe de 100 millions d'habitants en 1900 à 2,5 milliards en 2050, même sans réchauffement climatique, il y aurait une pression folle démographique. Alors justement, nous allons rester en Afrique, précisément à équidistance de Madagascar et du reste du continent africain. Il y a un département français qui s'appelle Mayotte. Gérald Darmanin, il lance l'opération Wambushu. La France, en fait, va expulser des migrants et démanteler les bidonvilles. Je précise que le plus grand bidonville de France est là-bas, à Kawemni. Une opération qui ne fait pas l'unanimité. Certains sur place pensent que ça va être un drame et que des violences pourraient découler de ces opérations. Est-ce que c'est la chose à faire, selon vous ? C'est la chose qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Si vous voulez, Mayotte est le concentré apocalyptique de ce qui arrive déjà en France petit à petit, mais comme le territoire français est beaucoup plus grand, évidemment, ça prend plus de temps. Mayotte est tout petit, il y avait très peu d'habitants il y a encore 30 ans, et désormais, ça a été multiplié par 10, par 20, enfin, c'est des chiffres inouïs. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Mayotte est une petite île, vous savez, il y a 4 îles, et les îles comoriennes ont choisi l'indépendance dans les années 70. Seule Mayotte, qui avait une longue tradition de proximité avec la France par rapport aux autres îles comoriennes, a choisi la France. Le gouvernement, dirigé alors par Giscard d'Estaing, a accepté, il aurait pu refuser, il aurait pu dire vous êtes tous dans les mêmes îles, ça aurait été aussi cohérent. Maintenant, les Comores n'ont jamais accepté ce vote. Et qu'est-ce qui se passe ? Les Comores font le grand remplacement.
C'est-à-dire que l'immigration comorienne est en train de submerger la population mayotienne et bientôt, il n'y aura plus que des Comoriens dans Mais ils le font à la dessein, Mayotte et ils le donc font- ils pourront revendiquer cette île. Est-ce que c'est un projet politique, selon vous dites, des Comores, de Oui, prendre c'est possession de Mayotte, ou est-ce que c'est une volonté pour certains d'acquérir la nationalité française en se rendant sur place? J'ai envie de vous dire les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il y a évidemment d'abord des gens qui préfèrent vivre à Mayotte parce que rien qu'avec les minima sociaux, ils vivent 10 fois mieux que chez eux. C'est la situation en France aussi, et dans le reste de la France, je veux dire. Et il y a aussi le gouvernement comorien qui est bien content que ça se passe ainsi, qui ne le dit pas. D'ailleurs, vous remarquez qu'il a déclaré son hostilité à cette opération de M. Darmanin, et il affirme qu'il ne reprendra pas les clandestins que M. Darmanin va renvoyer. Mais en tout cas, Alors vous délivrez un satisfecit à Gérald Darmanin en l'espèce sur cette opération-là. Vous dites on aurait dû le faire avant, mais en tout cas, vous y êtes favorable, vous la soutenez. J'aimerais qu'il fasse la même chose en métropole. Mais Monsieur La situation Zemmour, n'est pas la même. Hein. Vous savez, là aussi, Quand vous allez à Mayotte, ce Mais- qui Monsieur se passe à Zemmour, Mayotte, c'est mais pas ce qui vous se avez passe en vu France, à hein. Mayotte la violence, avec cette délinquance inouïe, cette violence, cette agressivité d'enfants de 13 ans, de 14 ans, qui blessent et qui agressent à coups de machette. Et vous savez, dans monsieur- d'innombrables quartiers en France, ça ressemble beaucoup à ça déjà. Vous À la avez vu, machette, regardez à Nice. des agressions à la J'étais machette. pas à la machette, mais j'étais à Nice il y a 15 jours. On a vu des images dans ce quartier avec des gens avec une Kalachnikov. Vous voyez, c'est pas beaucoup mieux. Monsieur Zemmour, pour revenir à Mayotte, vous avez dit vous-même que c'est un choix de la France de Mhm. rester à Mayotte. Mhm. Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy en a fait un département français. Mhm. C'était un point stratégique, le golfe du Bien Mozambique, sûr. les grandes J'ai oreilles. bien compris. Donc il y a une histoire quand même. Bien, Vous mais qui êtes je attaché l'ai à dit, l'histoire. je l'ai dit. Et il y a Donc, même on fait il y a quoi même une affection de Mayotte pour la France qui n'est pas Exactement. celle des autres. Je l'ai dit aussi. Donc on fait quoi maintenant? On fait Mais- ce que fait Gérald Darmanin, on revient, enfin on peut pas Non. se détacher d'un département Non, mais français, la je- solution c'est quoi? Tout à fait d'accord. Ça s'est fait déjà avec les départements d'Algérie. Mais Il y a longtemps et comment? il y a longtemps et c'était douloureux. Ah, c'était très douloureux, ça je vous confirme. Non, évidemment, on défend Mayotte, puisque c'est un département français. Évidemment, on renvoie. M. Darmanin a bien fait. Je pense qu'il doit continuer à le faire, et on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Je veux simplement dire, avertir les Français que la situation de Mayotte est un peu ce qui nous arrivera à terme. On Benjamin. en est loin quand même. Éric Zemmour, un policier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en tant que conducteur de la voiture de police soupçonné d'avoir percuté 3 mineurs qui roulaient en scooter. Gérald Darmanin qui a également demandé au préfet de police la suspension de ceux qui seraient responsables de ce qui s'est C'est dans le passé. 20e à Paris. C'était dans le 20e arrondissement à Paris, absolument. Est-ce que c'est un exemple là de violence policière C'est présumée? surtout un exemple de renversement sémantique. Pourquoi? Parce qu'on fait comme d'habitude des délinquants, des victimes, et comme d'habitude des policiers, des agresseurs. Excusez-moi, ces mineurs étaient sur une moto, l'un était sans casque, ils faisaient du rodéo qui est interdit par la loi, et en plus, ils sont en délit de fuite. Et c'est une raison pour, comme ils le disent, aller les percuter Oui. pour les interpeller. Ah Je oui, suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le contact tactique. Je pense que, vous savez, c'est très dangereux, ces rodéos. En plus, il y a eu ce qui s'est passé au Mans il y a quelques mois. Il y a un enfant de 4 ans qui est mort uniquement parce qu'il traversait la rue avec. Il a pris un rodéo et il en est mort. Je pense que C'est ces un gens-là. Non, Au Mans, c'est un automobiliste qui a renversé C'est ce que je dis, automobiliste, oui. un garçon de 4 ans. Ah. Par ailleurs, il faut être précis sur les faits. Oui. C'est un refus d'obtempérer, c'est pas Oui. un délit de fuite. Ils ont. Ah non, mais c'est pas la même chose. Pardonnez-moi, mais D'accord. la loi, ça n'est pas la même chose. Refus Vous d'obtempérer. connaissez la différence? Oui, oui. Bon, Et un refus d'obtempérer, c'est pas légal non plus. Non, mais le refus d'obtempérer, c'est refuser de s'arrêter lorsqu'on vous Oui. le demande. Le délit de fuite, c'est lorsque vous avez causé un dommage à quelqu'un, vous prenez la fuite suite à ce, Mais le à ce refus dommage. d'obtempérer, en général, précède le délit. Donc ça veut dire que vous êtes favorable à une évolution de la loi pour que les policiers français puissent percuter les Je véhicules. suis favorable à l'évolution de la loi et faire comme les Anglais. Je vous rappelle qu'en Angleterre, ce genre d'activité a diminué drastiquement. Pape Ndiaye, qui est ministre de l'Éducation, interrogé sur ces sujets et sur le climat de tension, notamment suite à la réforme des retraites, a réaffirmé cette semaine qu'il existait je le cite, des phénomènes de violence policière, et sur lesquels enquêtait d'ailleurs l'IGPN. Il faudra qu'il se mette d'accord avec M. Darmanin au Conseil des ministres, parce qu'après tout, c'est son collègue qui, lui, défend évidemment le fait que il ne peut pas y avoir de violence policière, puisque, je le répète à chaque fois,
c'est la police qui a le monopole de la violence légitime, et donc la violence est le propre de la Et police. violence Si elle légitime, estime- M. Zemmour, ne veut pas dire violence excessive. Mais Vous pouvez avoir le monopole de la violence légitime Mais parce qui- que c'est les forces de mais l'ordre, qui mais ça ne vous- veut pas dire que donc- vous pouvez utiliser donc il n'y a la pas- violence de façon donc excessive. il n'y a pas étymologiquement de violence policière. Donc c'est la- quoi, des la violences police- commises par des policiers? Ah, peut-être, ça après, Ah, ils sont- peut-être. vous Ça, savez, c'est- ils sont très contrôlés. Moi, je pense aujourd'hui que ce ne sont pas les policiers qui commettent des violences, on commet des violences sur les policiers. C'est ça, l'essentiel aujourd'hui. C'est les policiers qui sont une cible. Et c'est les policiers qu'il faut défendre. En tout cas, moi, c'est ce que je Quand fais. pendant les manifestations, on avait notamment des membres de la Brave qui s'en prenaient à des manifestants en leur donnant des claques, parfois avec des insultes à caractère raciste, ça, c'est pour vous aucun problème? Vous ne savez pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous ne voyez que la vidéo au moment où on l'enregistre. Et ça Vous ne voyez justifiait pas, des paires de vous ne voyez claques pas ce qui se passe avant. Moi, je voudrais voir ce qui se passe avant. Mais vous êtes d'accord que quand l'administration, en l'occurrence la police des polices ou la gendarmerie qui enquête sur ses propres membres, conclut à un comportement inadapté, vous vous remettez à cette décision? Bah, et c'est bien ce que j'ai dit. Il y a des procédures qui contrôlent les policiers. Et donc, c'est très bien, oui, il faut suivre. D'ailleurs, le ministre suit ensuite les avis de l'IGPN, voilà. Je voudrais revenir donc à Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, qui a également affirmé cette semaine que les établissements privés sous contrat devaient davantage prendre leur part en matière de mixité sociale. Il a raison. Alors, vous savez, M. Pape Ndiaye, je trouve qu'en ce moment, il est très intéressant à suivre parce qu'on a l'impression que pendant un an, il prenait un peu ses marques et que maintenant, il tombe le masque. Et vous avez cité cette déclaration, il avait fait une autre déclaration. Non, mais sur celle-là précisément. Je vais répondre sur celle-là, vous inquiétez pas. Mais je veux mettre dans le contexte. Quelques jours avant, dans laquelle il réduisait les pouvoirs du comité des sages de la laïcité, dirigé par Mme Schnapper, la fille de Raymond Aron, et il faisait rentrer des gens qui étaient pour ce qu'ils appellent une laïcité ouverte, c'est-à-dire en gros pour la fin de la laïcité à la française. Et là, il fait des déclarations sur l'enseignement privé. En fait, c'est le même sujet. C'est le même sujet, en vérité, de l'immigration et de l'entrée d'enfants de l'immigration extra-européenne à l'école, qui pose un problème majeur et qui aggrave une école qui déjà est en train de s'effondrer. Pardonnez-moi, je souhaite vous entendre sur ce point parce que c'est très important. Mixité sociale. Mais non, Moi, je ne l'appelle excusez-moi. pas mixité sociale. Je vais vous répondre. Mais Je monsieur sais Zemmour, la question vous-même, que vous allez poser. Vous-même, vous rappelez souvent votre parcours, l'endroit d'où vous venez. Oui. Il n'est pas question de vos origines. Vous rappelez votre milieu modeste, etc. C'est bien cela dont il est question lorsqu'on parle de mixité Non. sociale. Non. Donc ça veut dire que vous lui attribuez une intention qu'il n'a peut-être pas. En tout cas, vous Je faites lui une attribue une interprétation de intention ce qu'il qu'il a. dit. Je lui attribue Comment une vous intention savez qu'il a, mais parce que je sais. Tout simplement, ce qu'il appelle mixité sociale, en vérité, c'est la mixité migratoire. C'est ça le sujet. Le problème C'est aujourd'hui, votre c'est sujet. que nous avons une école qui s'effondre. Je le répète, tous les classements internationaux le montrent. Le classement PISA sur la capacité de lire un texte est catastrophique. Le classement TIMSS sur les mathématiques, nous sommes derniers, vous m'entendez, derniers de l'Union européenne. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants sur 10 à 14 ans qui ne savent pas lire correctement un texte. Ce chiffre monte, vous allez voir que j'ai de la suite dans les idées, à 50%, vous m'entendez, 1 sur 2, dans les quartiers que j'appelle moi islamisés et qui sont appelés populaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'école s'est effondrée parce que nous avons renoncé depuis 40 ans au système traditionnel. Nous sommes devenus le jouet des lubies des pédagogistes qui ont abattu les méthodes traditionnelles et donc le niveau de l'école s'est effondré. Il n'y a qu'à voir le niveau du bac aujourd'hui, le niveau en orthographe, le niveau en français, le niveau en mathématiques, etc. Et là-dessus, je dis bien là-dessus, s'est greffée une immigration extra-européenne de gens qui, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ont un niveau socio-culturel très faible. Par ailleurs, ces gamins-là, souvent, sont très violents. Donc, il y a une conjonction, une agrégation, Il y a tellement de à la choses dans fois d'effondrement du niveau scolaire et de l'immigration qui Monsieur aggrave Zemmour, cette pardon, aggravation. je suis obligé de vous arrêter un instant parce que dans cette... Non, mais vous venez de faire une phrase dans laquelle il y a tellement d'éléments. Je finis, je continue. Non, mais Monsieur vous venez de dire Monsieur les Pape enfants Ndiaye. d'origine extra-européenne Oui. sont souvent violents. Enfin, sur quelle base est-ce que Tout simplement les faits, les chiffres. Vous savez, il suffit de regarder. Mais non, mais ça veut rien dire, ça. Mais arrêtez, mais écoutez, vous avez le droit
de rester dans le déni. Non, c'est pas le déni. Non, Je mais vous demande quels sont c'est les votre faits. statut de journaliste qui est en cause, je le sais. Moi, je ne le suis pas. Mon statut de Oui, journaliste, votre M. Zemmour, statut sont les sur faits. ce sujet de journaliste est d'être dans le déni vis-à-vis des Non. ravages que cause Je vous demande l'immigration. quels sont les faits. Je vous pose connais, une question vous savez. simple. Donc, de toute façon, je vous réponds ce que je veux. Donc, je vais Ah oui, continuer à vous répondre. je vous pose les questions que je veux aussi. Oui, mais posez vos questions et j'ai Mhm. mes réponses. Donc, je vais vous répondre. Je vais vous dire que ce système-là, c'est-à-dire effondrement du niveau scolaire plus immigration, a tué l'école publique. Je rappelle que M. Papendiaï, il y a quelques mois, a liquidé les 2 derniers établissements d'excellence dans le public, c'est-à-dire Henri IV et Louis le Grand, qui avaient encore une autorisation de ne pas prendre tous les enfants qui venaient comme ça des banlieues. Maintenant, c'est fini. Et leurs Donc, résultats je peux vous résultats annoncer- n'ont pas baissé. Je peux Éric vous Zemmour. annoncer que ces 2 lycées vont s'effondrer. Ce qui n'est pas le cas. Par hein. ailleurs, qu'est-ce que font les gens? Oui, c'est pas le cas. Évidemment, c'était fait il y a 6 mois, Benjamin Duhamel, voyons. Qu'est-ce que font les gens? Ils ont très bien compris ce que vous ne voulez pas comprendre. Et ils fuient. Ils fuient vers le privé. 40% des enfants à Paris sont dans le privé. Donc, M. Papendiaï, qui a maintenant tué le public, veut tuer le privé. Mais Et pardonnez-moi, donc, il est-ce va que- obliger l'enseignement privé L'école- sous contrat de prendre ces enfants que fuit le reste Mais l'idée de la l'école, M. population. Zemmour, l'idée de l'école, M. Zemmour, est-ce que ça n'est pas d'essayer de donner les mêmes chances à tous, ceux qui ont une histoire familiale plus compliquée, ceux qui ont des parents absents, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à de la culture? Est-ce que ça n'est pas ça le rôle de l'école? Est-ce que c'est pas ça le message là qu'envoie le ministre de l'Éducation? Pas du tout. Pas du tout. Le message qu'envoie le ministre de l'Éducation, c'est il envoie un message aux Français. Vous ne pourrez pas échapper au ravage de l'immigration. C'est le même message qu'envoie M. Macron quand il décide d'envoyer des migrants dans des petits villages. Mais- C'est la même chose. Et moi, je dis aux Français, vous n'échapperez pas. Vous croyez depuis des années que vous pouvez fuir, que vous avez des stratégies d'évitement. On a beaucoup dit que la bourgeoisie pouvait. D'ailleurs, je note, entre parenthèses, que M. Papendiaï lui-même sait très bien ce que je dis, puisque lui, ses enfants, il les met à l'école alsacienne, qui est une école privée hors contrat. Donc il sait très bien ce que je dis. Il sait très bien les ravages de l'immigration Monsieur à l'école Zemmour. et de l'effondrement du niveau et de l'indiscipline généralisée. Tous les profs vous le disent. Ils ne peuvent plus faire classe. Ils sont aujourd'hui venus et passer leur temps à faire la discipline qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Monsieur Zemmour, votre démonstration, c'est vrai qu'on commence à bien la connaître. En revanche, est-ce que vous n'êtes pas un peu monocause, cause, oui, de ce... Tout à l'heure, vous avez vous-même parlé du salaire des professeurs qui avait baissé considérablement lié à Relativement. l'inflation. Donc, il y a peut-être aussi à chercher d'autres causes dans l'effondrement de notre système scolaire, non? C'est forcément l'immigration. C'est pas un peu binaire Vous êtes habitué à ma démonstration et moi, je suis habitué à à la vos nôtre? questions. Ouais. Et je Bah, suis, là, je vous demande de je regarder suis autre chose. surtout habitué à votre mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, j'ai dit au départ, la cause de l'effondrement de l'école française, c'est l'adoption de nouvelles méthodes pédagogistes qui a fait effondrer le niveau scolaire. Vous savez, ça, je l'ai dit à chaque fois. Donc, c'est 60... Et j'ajoute, l'immigration extra-européenne, avec des exceptions, hein, bien sûr. Il y a des élèves asiatiques qui sont très brillants. Il y a même des élèves marocains qui sont remarquables. Donc il y a la dans les bonne et mathématiques. la mauvaise immigration. Non. dans l'espèce. Il y a une masse, d'abord, il y a trop d'immigrés depuis 30 ans, c'est une évidence. Et il y a en plus une masse de gens qui ont un niveau socio-culturel très, très, très faible. Et il y a des exceptions. Bon. Et ça aggrave encore, madame, les mots ont un sens, ça aggrave encore l'effondrement du niveau scolaire parce que D'accord. nous avons renoncé à nos méthodes traditionnelles. Vous savez, il y a 20 ans, M. Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale des gouvernements de M. Chirac, disait « Si nous n'avions pas l'immigration extra-européenne, nous serions en tête et dans le haut du déclassement PISA. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est il y a 20 ans. Monsieur Zemmour. Moi, je pense d'ailleurs qu'il exagérait, parce que notre effondrement était d'ailleurs, ce serait d'ailleurs advenu, même s'il n'y avait pas eu l'immigration. Le Rassemblement national a fait une priorité du, je cite, le poison du wokisme. C'est sa lutte du moment. Démarche qui est présentée par certains comme une volonté de vous prendre des électeurs, de vous siphonner. Vous voyez ça pareil? Je suis content que le Rassemblement national se rende compte de l'importance de la lutte contre le wokisme, alors que jusqu'à présent, il se moquait, comme madame, de mes obsessions. Je note aussi... Je pense pas que Marie-Christine j'ai se soit regardé- moquée de vous. Non. Elle vous a posé une question. Je vous taquine. Je note aussi, j'ai regardé, j'ai lu les papiers
j'ai vu que le slogan de ce colloque, c'était « Déconstruisons les déconstructeurs ». Je suis assez heureux parce que j'ai écrit ça il y a 10 ans dans Le Suicide français. Certains sans doute s'en souviennent. Vous savez, je pense que les gens qui m'ont suivi ne sont dupes de rien. Il faudrait demander d'ailleurs à certains élus du Rassemblement national, comme M. Chenu par exemple, qui se présente comme un militant de la cause gay, qu'est-ce qu'il pense de ce combat contre les woke? Parce que s'il y a un des moteurs, et on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Oui, On peut être militant de la cause gay et ne pas être favorable à ce que vous appelez le wokisme, qui est d'ailleurs un mot, comment dire, qu'est-ce que c'est le wokisme? dont on a du mal à percevoir la Qu'est-ce que c'est le définition. wokisme? On va définir ensemble. Mais Qu'est-ce n'a pas que c'est que le beaucoup de temps, là. wokisme? C'est l'éveil, traduction du mot en anglais, aux questions de justice pour les minorités. Qu'est-ce que c'est que les minorités, Benjamin Duhamel? Les minorités, c'est soit les minorités sexuelles, soit les minorités ethniques. Donc vous voyez bien que le combat LGBT est au cœur du wokisme. Donc Sébastien Chenu est woke. Pardon, excusez-moi, parce que quand vous citez M. Chenu, vous dites il est militant gay. Je le cite, il l'a dit lui-même, militant de la cause gay. Il y a d'autres élus du RN qui ont dit que les militants du mariage pour tous contre le mariage pour tous, c'était ridicule. Alors on va avancer. Donc si vous voulez, moi, vous savez, je suis pour la paix des ménages. Donc je dis simplement... Alors, avançons un tout petit peu et je prolonge la question de Jean-Baptiste. Pendant la campagne présidentielle, vous répétiez cette phrase en boucle. Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui? Oui. Ah bon, alors que dans tous les sondages, elle apparaît comme quasiment la favorite pour 2027? Elle ne peut pas gagner selon vous? Benjamin Duhamel. Elle gagne contre qui? Alors, en l'espèce, dans les sondages contre Emmanuel Macron, mais même quand ce n'est pas Emmanuel Macron, elle apparaît très nettement Est-ce en tête. qu'Emmanuel Macron va se représenter? Vous avez raison, Merci, mais même Benjamin dans les Duhamel. hypothèses de premier tour sans 2016, Emmanuel Macron, elle arrive en tête. En 2016, Madame Le Pen battait François Hollande. Est-ce qu'elle a gagné la présidentielle de 2017? Non. Aujourd'hui, elle gagne contre Emmanuel Macron, qui ne sera plus candidat. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle ne peut pas gagner en 2027? Parce que, si vous voulez, je fais une analyse politique et sociologique. D'ailleurs, j'ai lu avec plaisir les remarquables interviews que je vous recommande de M. Buisson dans Le Point, puis dans Valeurs Actuelles, qui explique tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, on nous a présenté Marine Le Pen comme la candidate du bloc populaire contre le bloc élitaire. Or, au second tour de la présidentielle de 2022, M. Macron a recueilli plus de voix populaires, 31%, que Mme Le Pen, 29%. Deuxièmement, en vérité, qui fait l'élection de M. Macron? C'est le bloc des gens âgés, des boomers, des retraités, des gens qui ont plus de 60 ans, 65 ans, etc. Ces gens-là ne votent pas pour Mme Le Pen, pour des tas de raisons. Non. Elle progresse chez Non. les retraités. On va s'arrêter là, on va s'arrêter. Et simplement, en fait, pourquoi je me suis engagé? Pourquoi je propose, contrairement à Mme Le Pen, une alliance des droites? Parce que je pense que c'est la seule façon de fracturer ce bloc des retraités qui a voté, qui a fait l'élection de M. Macron et qui fera l'élection de M. Philippe et d'autres. C'est sans fin. C'est sans fin. Merci, voilà M. Zemmour, d'avoir été avec nous. Je ne crois pas à la victoire de Mme Le Pen. Elle sera toujours battue par un macronien. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BFM TV.